RJ Barrett, Emmanuel Quickley, Bojan Bogdanovic, Julius Randle, Donte DiVincenzo, 6 premiers tours de draft, un swap et 2 seconds tours de draft. Voilà ce que les Knicks ont déboursé pour récupérer OG Anunoby, Mikal Bridges et Karl Anthony Towns. Et tout ça dans un seul but, construire un effectif anti-champion, anti-Celtics. Alors voilà, ils y sont, juste là où ils voulaient être, contre Boston, son armée d'ailiers et son effectif de champion donc, mais qui, paraît-il, n'a encore jamais réellement été testé. Mesdames, messieurs, bienvenue dans le cœur et la sueur de la conférence Est pour la preview de cette demi-finale. Mitchell has his head up, takes a look for feet. Oh my! Alors, on poursuit nos previews des demi-finales de conférence avec un choc qui était attendu depuis quand même très longtemps, ce choc entre Boston et les Knicks. On y est enfin. Alors la saison régulière a été un peu décevante dans les rencontres entre les deux équipes, mais on sait qu'elles avaient un peu pris rendez-vous déjà l'année dernière. Ça n'avait pas pu se faire, mais cette année ça va être possible. Et pour parler de cette demi-finale, évidemment, on est avec Ben. Salut Ben, comment ça va ? Salut, ça va tranquille, hein. On se prépare psychologiquement à passer à l'étape supérieure après les Pistons. Donc non, ça va être je l'espère, une série plus serrée que ce que j'ai peur, quoi. Tu vois, en repréparant l'intro de Spod, je me refaisais la liste des assets qui ont été envoyés pour ce trade. Ça fait quand même un peu beaucoup, non ? Je trouve que le trade d'Anunoby, ça va à peu près. Il y a Quickley qui part, mais bon, ça fait partie du jeu, malheureusement. Le trade de Kat, bon, tu perds DiVincenzo, mais en fait, tu t'étais dans une situation où je pense que c'était un peu inévitable que Randle y bouge. Donc ça va aussi. Mais le vrai souci, c'est tout ce que tu envoies pour Bridges en termes de pick de draft, quoi. Parce que c'est ça le souci, si tu réduis à un ou deux, enfin si tu enlèves 1, 2, 3 pics et que tu as cette marge de pics pour aller chercher d'autres joueurs, parce que là en soi tu peux envoyer n'importe lequel des gros contrats, par exemple pour Yanis. Dans l'idée, c'est juste que tu n'as plus de pics derrière, quoi. Donc c'est un peu bête. Ah, c'est un truc de fou, hein. C'est 5 picks et un swap pour Ouais, récupérer ça. Bridges. C'est quand même un truc vraiment de dingue. Sur Anunoby, tu peux même d'ailleurs rajouter. Alors, Anunoby, moi j'ai adoré sa saison. Elle était bien au-delà de moi, tu vois, mes espoirs que je pouvais mettre en lui. Mais tu peux peut-être juste ajouter et un contrat max. C'est RJ Barrett, Emmanuel Quickley et un contrat max pour un joueur qui, allez, peut-être a su montrer cette saison qu'il le valait peut-être, mais bon, c'était pas une évidence, quoi. Enfin, mais de l'autre côté, Quickley, l'été, s'il restait, il prenait son contrat à 170 millions l'année aussi, quoi. Parce que dans le même temps, il l'a pris. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est chiant de perdre. En fait, c'est chiant de perdre deux joueurs. Si ça avait pu être du RJ Barrett plus un pick contre Anunoby, ça aurait été très sympa. Mais je pense que tu n'avais même pas la place pour re-signer tout le monde, en fait, dans l'idée. Donc là-dessus, je suis un peu moins frustré. C'est vraiment les 18 picks pour Mikal Bridges qui sont un peu chiants, quoi. Ah, c'est sûr que ça pique un peu. Bon, on va rentrer dans la preview de cette demi-finale de conférence, comme on vous l'a dit. Et on va faire comme on va le faire à chaque fois d'ailleurs pour ces demi-finales de conférence, à savoir qu'on se fait un petit coup d'œil dans la série précédente pour se dire que nous a appris la série précédente sur telle ou telle équipe. Et après, on rentre dans le détail de la match-up avec les points qu'on a envie de voir. Ben, je te propose qu'on commence avec les Knicks. Qui s'en sont finalement sortis contre Détroit, et alors que Dieu sait que ça a été difficile entre les questions d'arbitrage, parce qu'il y a quand même un match où c'est un peu un vol, et un dernier match vraiment très très serré dans une série qui a été, moi personnellement, ma série préférée du premier tour. Qu'est-ce qu'on a appris sur les Knicks sur ce premier tour ? On a appris que Brunson peut te sauver de situations bien mal embarquées. Parce que oui, bon, c'est pas du tout un point tactique, mais ce qu'on a appris, c'est que les Knicks peuvent vraiment se mettre dans la difficulté tout seuls, comme des grands. Le nombre de matchs où ils laissent soit
filer les Pistons un peu bêtement, ou au contraire qui gâchent une avance un peu bêtement également, ça fait un peu peur. Malgré tout, on a vu quand même une belle série de plusieurs joueurs, dont, comme je l'ai dit, Brunson. Il y a la série de OG Anunoby qui est excellente, que ce soit sur Cade, en attaque, etc. Quand il a eu à créer un petit peu, il était excellent. J'ai beaucoup aimé les séquences et le rôle de Mitchell Robinson, qui a vraiment apporté quelque chose en plus dans cette équipe. Mais oui, ça a été plus dur que prévu, quoi. Enfin, je sais pas si tout le monde voyait les Pistons à ce niveau, mais moi en tout cas je pensais que ça allait être un petit peu plus simple. Bah, c'est sûr que tu peux avoir l'impression sur cette série que les Knicks ont vachement fait valoir, alors c'est une fois de plus c'est pas tactique, on viendra après peut-être plus sur des points tactiques, mais ont vachement fait valoir leur expérience, quoi. T'as le game 1 que tu récupères parce que tu fais un run de fou. Tu fais un run de fou dans le début du 4e quart-temps, et aussi Détroit coince un peu, il se passe un truc un peu bizarre, hein. T'as une minute où il y a le 5 secondes sur la remise en jeu, une possession 24 secondes, il shoot pas, enfin un truc un peu bizarre. T'as des fins de match qui ont été globalement dans l'ensemble très très bien gérées, ça par contre c'est quand même à noter, ils ont été très forts dans les fins de match. Et effectivement, là où si tu attendais d'être rassuré sur le fond de jeu de New York, tu l'as été par moment et tu l'as beaucoup moins été par d'autres. Par contre, là où tu as été rassuré, c'est peut-être plus sur leur mental en fin de match, quoi, tu vois. Pour le coup, là, ça a plutôt fonctionné, quoi. Bah, tu te rends compte que tu as de vrais closer players, quoi. Tu le savais, parce que c'est vrai que Brunson, c'est pas la première fois qu'il le fait, mais chaque fois, il le refait et tout le monde est de nouveau surpris. Mais c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de clutch de la ligue. Et il y a Kat qui, sur certaines séquences, est un peu sorti de sa boîte alors qu'il a eu une série vraiment compliquée. Mais notamment sur le match qui est un peu volé, donc c'est le 5, je crois, ouais, c'est ça. Le 4. Non, 4, Le 4. 4, pardon. Sur le 4, voilà, il rentre 2 ou 3 shoots un peu improbables. Donc cette équipe a de la ressource, même si je pense que philosophiquement, il y a quand même des gros manques tactiques, quoi. Ouais, moi, c'est ce que je m'étais noté sur la série, c'est que j'ai trouvé que peut-être ce qui caractérisait le plus la série d'Enix, c'était l'inconstance. Ouais. Mentalement, il y a eu une forme d'inconstance parce que à la fois, tu as eu des moments, tu l'as dit, la fin du match 4, la fin du match 6 aussi, alors beaucoup porté par tes stars, mais ou la fin du match 1, donc 3 des 4 victoires, où tu as vraiment tu vois, les signaux d'une équipe très forte mentalement qui arrive à conclure les matchs. Et en même temps, tu as eu d'autres moments où ils avaient beaucoup de mal à répondre à l'agressivité de Détroit, qui pour le coup était assez exceptionnelle d'ailleurs. Enfin, je veux dire, tu vois, ils ont eu du mal à répondre à l'agressivité, mais qui était de très haut niveau, je trouve. Ouais. Mais du coup, tu ressors avec un peu un truc de ouais, en fait, tu sais pas trop quoi penser de leur solidité mentale et même physique. Ça, c'est sur le premier point mental. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et puis pour continuer, moi j'ai plus été déçu. Enfin, j'ai été déçu de l'attaque des Knicks. A contrario, je trouve que la défense a été moins pire que ce que j'attendais. Alors, je ne sais pas si ça vient du fait que Détroit, c'est pas non plus une attaque top 5, mais je trouve que, comme je l'ai dit, notamment avec Mitchell Robinson, les séquences avec Kat et Robinson, la défense d'Anunoby, je trouve que les Pistons n'ont pas réussi à tant exploiter que ça les deux énormes points faibles défensifs que sont Brunson et Kat. Donc j'ai été satisfait plus ou moins satisfait de ce côté-là, mais oui, c'est vrai que de l'autre côté du terrain, on est vite retombé dans les travers du Brunson Ball à tout va, quoi. Et puis défensivement, je pense que celui qui a fait un peu la bascule, c'est Karl Anthony Towns, qui fait un début de série vraiment pas très bon en défense, et qui après arrive à mieux gérer ses fautes, arrive quand même à avoir de l'impact. Et effectivement, j'ai trouvé que Kat avait été une bascule intéressante. Sur Brunson, il a été beaucoup ciblé, notamment sur des systèmes qu'on verra sûrement pas contre Boston, des systèmes de shooters. Et ça, c'est vrai que Détroit a eu du mal à le sortir pendant toute la série. Ça a été valable sur le début de la série, après c'était un peu plus difficile, quoi. Moi j'ai trouvé aussi que tactiquement, même offensivement, c'était inconstant. C'est-à-dire que tu as eu des matchs comme le match 3, on avait fait un podcast ensemble pour en parler, où c'est une espèce de masterclass tactique, de variété de jeu,
Mais en fait, sur l'ensemble de la série, ça a duré quoi? Je sais pas ce que t'en penses, mais ça a duré un match, quoi. Peut-être deux, même Oui, pas, oui, hein. oui, il y a le 3 et puis je trouve un peu le début du 6 qui était Ouais, pas c'est vrai. mal. Mais notamment, enfin, on avait fait le podcast entre le 3 et 4. Donc on était très, très attentifs sur le 4. Le 4, une bouillie de basketball. Ah, de ouf, ouais. Un cataclysme. Heureusement que c'était serré, hein, parce que niveau tactique, c'était vraiment moche. Et du coup, dans le prolongement de ça, tu vois, on a eu un peu le retour, alors que cette équipe a été construite plus tôt pour qu'elle tourne autour de Towns, de son spacing et de son passing. Bah, on a eu plutôt le retour du Brunson Ball. Là, pour le coup, Ouais. c'était le grand retour du Brunson Ball qui, à la fois, là aussi, tu vois, je vais mettre un point d'inconstance, qui a à la fois et bien parce que c'est fonctionnel, ça a marché. On l'a vu notamment dans les fins de match, être en capacité sur pick and roll et isolation d'apporter ce qu'il fallait apporter. Mais en même temps, c'était un peu bizarre parce que l'équipe n'a pas été construite comme ça, quoi. Pour Hum. retomber dans de la dépendance à Jalen Brunson sur l'attaque. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ce point-là. Moi, je trouve que, en fait, cette stratégie-là a un plancher assez haut, entre guillemets, qui te fait, enfin, qui te fait finir dans les trois quatre premières positions d'une conférence, plus qui te fait passer environ un tour, mais qui a un plafond très bas, quoi. C'est que dès que tu arrives en demi de conf, jouer que sur un joueur comme ça, c'est un peu problématique. Et c'est là où j'étais un peu déçu, c'est que, on l'a déjà répété un peu toute la saison, mais que quand tu fais ces trades-là, c'est pour multiplier tes sources de création offensive. C'est qu'on sait très bien que tout le monde n'aura pas le même impact que Brunson, que tout le monde n'aura pas 35% d'usage, quoi que ce soit. Mais sur des séquences, bah, on a déjà vu que Mikal pouvait prendre la balle et créer, Anunoby faire des ISO, Kat en tête de raquette, pareil pour Hart. Enfin voilà, il y a pas mal de petites options qui sont plus du tout utilisées. Et les Bridges et Anunoby sont utilisés que comme des spot-up shooters, ce qui est assez dommageable, quoi. Bah, notamment pour Anunoby, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais de toute façon, si vous voulez plus de détails sur la série, on vous renvoie sur le podcast qu'on avait déjà fait avec Ben. Mais notamment pour Anunoby, qui fait une super fin de saison, et qui d'ailleurs, dans cette série, on l'avait dit lors du dernier podcast, mais je trouve que ça s'est encore confirmé après, quand tu lui donnes de la responsabilité balle en main, il en fait quelque chose, pour le coup, parce qu'en fait, ça y est, maintenant, Anunoby, c'est un joueur qui a un mi-distance assez ok sur les sorties d'écran, voire même sur pick and roll, il est capable de pull-up un peu. Il est plutôt adroit à 3 points. Alors après, il n'a pas de passing, ça c'est sûr. Mais c'est un joueur qui est en capacité quand même, qui a vachement gagné en autonomie offensivement. Et nous, on a pu trouver que c'était un peu dommage de ne pas plus l'utiliser. D'ailleurs, il y a un match où il est plus utilisé, c'est le Game 3. Mais ils sont tous un peu plus utilisés et c'était vachement bien, quoi, pour le coup. Hmm, Euh, complètement. t'as vu d'autres choses, toi, t'as appris d'autres choses de cette série côté Knicks ou pas? Bah non, en fait, c'est ça le souci, c'est que c'est un peu retombé dans les travers. Donc c'est plus, enfin, comment dire, j'ai pas appris quelque chose, mais j'ai revu des choses que je connaissais déjà que j'avais pas envie de voir, quoi. Plutôt Ouais. dans ce sens-là. Donc non, pas d'apprentissage particulier, je pense, juste comme on l'a dit, bah, le fait que dans une série bourbier comme ça, tu t'en sors quand même, quoi. C'est vrai que c'est pas esthétique, c'est pas beau, c'est pas comment dire, encourageant pour la suite, mais ça fait quand même 3 années de suite et 4 années sur 5 où tu es en playoff et 3 années de suite où tu passes un tour, quoi. Et ça faisait bien longtemps à New York que c'était pas arrivé. Ouais, peut-être le dernier élément qu'on peut ajouter, c'est l'apport du banc, qui, on le sait, Ouais. fait partie des points d'interrogation, on va dire, côté Knicks, Ouais. plutôt même généralement du mauvais côté des points d'interrogation, mais il s'est confirmé, notamment que celui qui devait te donner le principal apport de création, défense extérieure, scoring en sortie de banc, à savoir Miles McBride. McBride fait pas une très bonne saison déjà de base et il n'a Mm. pas paru capable d'apporter grand chose. Pour autant, il a quand même toujours la confiance de son coach, qui le préfère toujours à Campaign. Alors que Campaign, moi je l'ai trouvé pas mal quand il était sur le terrain. Il a permis de générer un ou deux runs. Après, enfin, je suis un peu déçu. Enfin, je trouve qu'il est un peu sous-utilisé. Ouais, non, je suis d'accord. Alors après, je sais pas si euh, c'est au détriment de McBride qu'il faudrait mettre ses minutes ou juste un peu réduire Ouais. toutes les autres, quoi. Hmm. Mais je trouve que McBride a toujours son impact défensif.
Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça reste un bon défenseur extérieur. Mais en fait, le souci, c'est que comment dire, c'était un 3&D qui commençait un petit peu à se développer, à prendre des pics, etc. Il y a eu cette saison pas mal de blessures, de petits trucs qui fait que il n'a pas fait une vraie saison complète où il a pu se remettre dans le flot de l'attaque, etc. Et là, en fait, on est sur une série où ses shoots ne rentrent plus, quoi. Donc, je sais pas si enfin, on va dire, si pendant la série contre Boston, ils retomberont dedans. Parce qu'en fait, je pense, pour un mec comme lui, ça change tout, quoi. C'est qu'à partir du moment où t'es respecté à 3 points, que tu commences à rentrer, bah, tu peux vite repasser sur un vrai 5-out en sortant Josh Hart. Et bah là, offensivement, c'est plus la même équipe, quoi. C'est que tu passes d'une équipe classique avec un mec qui peut pas shooter à un 5-out comme à Boston en face. Et c'est plus la même série. Mais pour ça, faut que McBride rentre ses shoots. Parce que là, je peux pas regarder les pourcentages, mais Il était à ouais, 25% sur la série. ouais, voilà, il est dégueulasse, c'est ce que j'avais. Ouais, dégueulasse, ouais, je pense que c'est le bon terme. Ouais, c'est ce que j'avais vu visuellement. Je me demandais comment ça se concrétisait. Mais ouais, c'est pas bon. C'était dégueulasse. Et on n'a pas vu de Precious Achiuwa, d'ailleurs, qu'on a beaucoup vu pendant la saison, mais on Ouais. l'a pas du tout vu de la série. Je pense qu'il pourrait Après, revenir dans cette série, pour le coup. je sais pas, parce que Mitchell Robinson, je trouve, a donné d'excellentes minutes. Ouais. Et que on sait que bon, les rotations à 3, 4, 5 intérieurs, c'est pas le truc de Thibodeau. Déjà, comment dire, 4, il peut s'estimer heureux d'avoir un vrai remplaçant, parce qu'il y en a quand même même pas. Donc, je sais pas si on peut le voir plus. Après, ça, on verra comment dire, les dispositions. Mais c'est vrai que, contrairement à d'autres coachs, c'est pas le genre à sortir de sa boîte un joueur spécial gadget à un moment, quoi. Oui, c'est pas le genre à sortir Maxi Kleber dans un match décisif. Ouais, Allez, c'est ça. ok, je te propose qu'on passe côté Boston. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé aussi de la série des Knicks, et parce que c'est intéressant de pouvoir partager là-dessus. Puis on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Alors, côté Boston, on a peu parlé de Boston cette saison. Je crois que même je crois qu'on en a jamais parlé Ouais, c'est possible. de la saison Boston. Donc ça peut être bien de prendre le temps un peu de les évoquer. On va pas non plus revenir sur toute la saison, parce qu'en plus il y a d'autres podcasts qui le font très bien, et on vous les recommande d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur Boston. Mais peut-être qu'on peut retenir, premier élément qu'on peut retenir sur ce premier tour, il est pas tactique. Après je vais rentrer dans des éléments un peu plus tactiques, mais c'est que Boston a toujours les mêmes problèmes de blessure, qui est une des principales incertitudes de cette équipe. Qui est que t'as Porzingis, tu vois, qui peut être blessé assez rapidement, même si ça n'a pas trop été le cas cette saison. Enfin, je crois que ça allait à peu près cette saison. Et sur le premier tour, ça allait, mais tu sais qu'il y a cette fragilité. Tatum a loupé un match parce qu'il avait un problème à la main, il me semble, de mémoire. Ouais, des contusions au poignet ou un truc comme ça. Ouais, un truc un peu bizarre. Un match qu'ils avaient gagné d'ailleurs sans lui. Et Ouais. Holiday a loupé 3 matchs. Donc, premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est notamment le fait que Joe Holiday a une blessure au tendon et qu'on ne sait pas s'il va démarrer la série. Ouais, c'est ça exactement. C'est que il a loupé 3 matchs, mais les 3 derniers matchs de la série, quoi. Donc il est en day-to-day decision, quoi. Donc Exactement. un peu, on sait pas trop. Exactement, ce qui a été d'ailleurs peut-être même un des tournants de la série, parce que du coup ça a remis à leur force dans le 5, et ça a très très bien marché. Ça a permis à Boston d'être beaucoup plus physique que n'était Orlando, et de mieux défendre Paolo Banchero notamment, et puis les drives de Banchero et Wagner. Et ce qui a plutôt bien marché. Donc on sait aussi que malgré ses problèmes de blessure, c'est une équipe qui est habituée à avoir un de ses 5 membres manquants, et qui sait jouer sans eux. Mais ça, c'était le premier élément. Pour partir un peu plus sur du jeu, moi je m'étais noté 2-3 choses là en regardant les matchs. Le premier, c'est quand même, moi j'ai trouvé que face à une équipe qui était très forte sur la défense extérieure, ils ont eu du mal à générer leur jeu traditionnel. On connaît le jeu traditionnel de Boston, c'est un jeu qui est beaucoup fait à base de 3 points, de pull-up à 3 points, mais aussi d'un très très fort spacing, ce qui fait que même s'ils drive peu, leur drive génère énormément de tirs. Parce que c'est vrai qu'on aime bien regarder le nombre de drives que fait une équipe, mais c'est aussi intéressant de voir ce qu'elle arrive à générer, ce drive-là. Et c'est vrai que Boston, c'est sûrement le meilleur 5-out de la ligue, c'est un vrai 5-out, donc leurs lignes de drive sont très ouvertes, ce qui fait que la rentabilité de leur drive est très importante.
Mais quand bien même, il faut qu'ils arrivent à drive. Et dans cette série, les porteurs de balles ont été quand même assez challengés pour le coup, parce que Orlando a des très bons défenseurs du porteur de balles. Et donc, il y a eu besoin de moins d'aide sur les différents drives qui étaient générés par Boston. Et pour le coup, ça a eu un impact sur leur jeu. Notamment, le volume de 3 points est en nette chute, alors que c'est la deuxième équipe qui prenait le plus de 3 points cette saison avec 48 tirs à 3 points par match. Ils en ont pris 31 par match contre Orlando, ce qui est une baisse énorme. Et ce qui était intéressant, c'était de voir s'ils arrivent à le compenser, tu sais, en allant encore un peu plus au cercle. Et pour le coup, ça n'a pas vraiment été le cas. Ce qui a fortement augmenté dans la série, c'est les mi-distances avec une bonne réussite, vu qu'ils sont passés à 38% de tirs à mi-distance. Je crois que sur la saison, ils sont autour de 21-22%. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'attaque de Boston dans cette série contre Orlando ? Alors moi je trouve que Boston, en tout cas sur les premiers matchs, c'est ceux que j'ai vus pas mal, donc c'est au moment où ils avaient encore leurs 5, enfin le premier match ils avaient leurs 5 classiques, ensuite le deuxième match Horford est rentré à la place de Tatum, et les 3 derniers Horford est rentré à la place de Holiday, de souvenir c'est ça. Je trouve que notamment sur le premier match et la première partie du premier match, on a vu que la physicalité de Orlando, ça pouvait les brusquer quand même. Parce que t'as des quand t'as Horford qui horde, Horford il a 38 ans, c'est plus du tout ça n'a jamais été un gars ultra physique et ça l'est encore moins avec l'âge. Porzingis pareil, il n'est pas réputé pour être l'intérieur le plus physique. Les extérieurs, que ce soit White ou Holiday, c'est de très bons défenseurs, mais ils sont pas très très grands, ils sont pas très très carrés. Il reste les ailiers qui sont corrects. Même sur le banc, t'as des Pritchard, des Cornet, des mecs comme ça, des Sam Hauser. C'est pas les. On n'est pas face à OKC, quoi. Par contre, on n'en parlera pas beaucoup d'Orlando, donc on va en parler là. C'est que défensivement, malgré la physicalité d'Orlando, ils ont réussi à les tenir. Mais pour revenir sur l'attaque de Boston, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que malgré, comme tu l'as précisé, le fait qu'ils ont baissé leur nombre de 3 points, qu'ils ont augmenté leur nombre de mi-distance, ils ont réussi à beaucoup provoquer de fautes. Et ça faisait longtemps que Boston ne l'avait pas fait. En saison régulière, alors je vais retrouver ça en une petite seconde, mais en saison régulière, ils étaient vraiment dans les derniers en termes de fautes provoquées. Voilà, ils étaient 30e au free throw rate, donc dernier de la ligue, et là ils sont passés premier des playoffs. Donc c'est qu'ils ont vraiment réussi sur cette série, même si les drives ne se concluaient pas plus par des tirs, ils se concluaient beaucoup plus par des fautes. Et ça c'est lié à la physicalité de l'effectif d'Orlando, qui préfère ne pas laisser de drive se finir correctement, etc. Blabla. Vous connaissez la leçon. Mais je trouve que c'était très intéressant et que cette attaque du cercle a été quand même un peu plus imprimé que sur la saison régulière. Et j'en profite, je crois que c'est Azad qui l'a tweeté, je sais plus quand, à quel moment de la série, mais il y a un match où les Boston a tiré plus de lancers francs que pris de 3 points, ce qui était une première pour eux depuis je sais pas, quasiment 2 ans, quoi. Donc c'est que Joe Mazzulla s'est rendu compte quand même que faire ce jeu de juste tenter 73 points et advienne que pourra, c'était peut-être pas la bonne option. Oui, et puis ça met en évidence une des grosses qualités de Boston qui est structurelle dans leur jeu, c'est la capacité à aller cibler les mismatchs. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont plutôt bien réussi à faire dans cette série, c'est aller identifier le mismatch qui leur était favorable. Moi, je trouve qu'ils ont pas mal attaqué Banchero pour le coup, notamment essayer de drive sur lui. Banchero, j'ai encore du mal à me faire un avis sur sa défense, que parfois je peux trouver bonne, mais que je trouve encore assez lent, et qui du coup, c'est vrai, sur le drive et sur des joueurs qui ont un bon handle, peut être en difficulté. Ils ont beaucoup attaqué le post-up aussi avec Porzingis, pour le coup, même si Porzingis fait pas une très bonne série, il est pas adroit sur la série, bah ça génère quand même un peu de différence. Alors après, Orlando faisait pas trop d'aide sur le post-up de Porzingis, mais ça peut générer des différences, et en tout cas, ça rappelle à quel point Boston sait se fondre dans la défense adverse pour attaquer le mismatch qui leur est favorable. Et effectivement, ce que ça a donné de leur côté, c'est la capacité à plus aller au cercle. Là où traditionnellement c'est une équipe qui y va peu, là ils ont réussi à le faire assez fortement, quoi. Et on peut aussi ajouter que, ça va être presque un deuxième point, mais
Moi, j'ai trouvé Tatum et Brown très très bons là-dedans. Mm. Pour le coup, sur l'ensemble de la série. Derek White aussi a été bon, mais plus dans un rôle de connecteur qu'on lui connaît. Et j'ai notamment trouvé Tatum vraiment, vraiment très très bon pour s'adapter à tout ça, tu vois. Ouais, Prendre ouais, 10, bah, de toute 10, 10 façon, lancers francs par match, Tatum, hein, sur la série. Hein, c'est énorme. Hein. ouais, Tatum, en fait, c'est ça, c'est que c'est la pierre angulaire de cette chasse au mismatch, quoi. C'est que, on reviendra dessus face aux Knicks, c'est ça qui me terrifie un peu, mais que il sait cibler parfaitement la défense adverse et les éléments qui sont un peu plus faibles que les autres. Et en fait, vu que structurellement, t'as absolument tout enfin, en fait, t'as tous les joueurs autour qui peuvent te permettre de mettre en place n'importe quelle situation. Si tu veux un bon pick and roll, tu peux l'avoir. Pick and pop, tu peux. Si tu veux juste les forcer à switch pour avoir une ISO sur un joueur qui te plaît, tu peux. Tu peux mettre en place des systèmes pour des shooters, enfin, pour des shooters, si tu fais rentrer Hauser ou Pritchard ou qui que ce soit. En fait, tu as toutes les possibilités. Et je trouve que euh, Tatum, c'est un très bon scoreur, mais ça sera jamais la caste, comment dire, élite plus au niveau du scoring, je pense, comme les Doncic, les LeBron ou ces mecs-là. Par contre, je trouve qu'il se développe un playmaking et un QI basket et une vision de jeu qui est de plus en plus intéressante. Il sait quand attaquer lui-même, il sait quand faire les décalages, et ça s'est notamment vu contre Orlando, quoi. Bah, moi, je trouve que son passing, il est vraiment intéressant sur le pick. Je suis un peu moins fan de son passing sur le drive. Pour le coup, mais c'est vrai que son passing sur le pick est vraiment pas mal. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant dans le développement de Tatum, c'est que ça a été, c'était déjà moins le cas l'année dernière, mais ça a été pendant longtemps, tu sais, un très très fort joueur d'isolation. Parce que sa technique lui permettait notamment de se créer du pull-up. Et je trouve qu'il est allé vers plus de polyvalence pour justement être capable de cibler ce qui va mal, mais sur un mismatch identifié dans lequel on le met dans de bonnes conditions. Et ça, effectivement, ça fera partie des éléments importants pour les Knicks, c'est d'éviter ça. Mais je trouve que, tu vois, son dribble lui permet pas d'aller drive par exemple un Anunoby. Mais par contre, si tu arrives à faire en sorte que le switch soit fait pour que finalement il attaque pas Anunoby, mais qu'il attaque plutôt alors évidemment un Shamet évidemment qui va arriver, mais même un McBride ou même un Hart, là il va être capable d'aller attaquer le pic là-dessus. Si tu le mets sur un grand, il va être capable de drive. Tu vois, je trouve qu'il a réussi à atteindre un niveau minimum de compétence, que ce soit sur le dribble, sur le drive ou sur le shoot, qui lui permet d'aller exploiter les mismatchs de différentes façons. C'est pas un gars qui sera capable d'avoir les trois options, d'être un scoreur triple niveau par exemple, peu importe le défenseur adverse, ou d'être un joueur à plusieurs options, peu importe le défenseur adverse. Mais si tu l'amènes le bon défenseur, il sera capable d'aller insister sur ce que la défense a du mal à faire à ce moment-là. Et ça, c'est un Et truc super ça, important pour eux. ouais, ouais. Et ça, c'est comment dire, c'est amplifié par l'effectif structurel de Boston, en fait. C'est que, comme tu l'as dit, en fait, une fois qu'il trouve son mismatch et qu'il commence à le jouer, bah, le fait de faire des aides devient beaucoup plus compliqué pour les adversaires, parce que bah, sinon, tu laisses dans le corner Pritchard qui a 42% à 3 points, ou tu laisses Horford dans l'autre corner, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que tout est structurellement cohérent avec la progression de Tatum, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Et peut-être que grâce à ça, ils sont peut-être même encore un peu plus forts que l'année dernière, mais on reviendra dessus. Le dernier point que je m'étais noté, vu on a abordé Tatum un peu dans le détail, et l'attaque des mismatchs, c'est leur défense quand même. C'est leur défense. Enfin, on l'a dit pas mal l'année dernière, c'est bien de le redire. Cette attaque, qui est une attaque qui est quand même beaucoup dépendante du pull-up, elle peut parfois faire un peu peur, notamment si elle est challengée sur le dribble. Mais il lui reste toujours ce qui fait sa principale force, c'est sa défense à cette équipe. Moi, je les ai trouvés très très bons pour contrer le physique de Banchero. Je trouve vraiment qu'un des tournants de la série, c'est le fait qu'Al Horford soit rentré dans le 5 quand même. Parce que ça a permis vraiment de faire mal à Orlando sur l'attaque de drive, enfin sur la défense de l'attaque de drive. Parce que Banchero et Porzi étaient tous les deux présents et qui sont capables aussi de challenger Banchero sur le dribble. Mais voilà, c'est toujours une défense qui est assez exceptionnelle par sa dimension physique, sa capacité à tenir le duel et donc à rendre simple la couverture de cercle de Porzingis, notamment, qui est toujours important là-dedans. Ouais, moi j'avoue, je vais rester un peu plus neutre sur le côté défensif de Boston, parce qu'on a vu vraiment que l'attaque d'Orlando, C'est vrai. c'était pas une attaque niveau de playoff, quoi. C'est que moi je trouve que Banchero, dont je suis vraiment pas fan, a été plutôt honnête sur la série.
que Wagner, ça a été, mais en fait, derrière, il n'y a personne qui pouvait rentrer un shoot, quoi. Donc, comme tu l'as dit, Horford, il abandonnait le mec qui devait tenir. Il venait, il protégeait le drive, et tu avais deux bigs qui protégeaient le drive, et tout Banchero qu'il est, bah, c'est compliqué de driver dessus. Et quand c'était pas Banchero qui drivait, quand c'était un autre, bah, c'était encore pire, quoi. Donc, je trouve que schématiquement, c'était assez simple à défendre Orlando, j'ai l'impression. Et que, comme tu l'as dit, la blessure de Drew et le match manqué de Tatum, c'était un peu un mal pour un bien, si j'ai envie de dire, dans la série face à Orlando. Orlando tourne à 26% à 3 points sur cette Ouais, série, voilà. ce qui est vraiment bas, sachant que Banchero est à 45%. Et c'est beaucoup sur des pull-ups. Pour le coup, Caldwell Pope est complètement passé à côté de sa série. Il est même assez inquiétant. Franz Wagner n'a pas du tout été adroit dans le tir. Gary Harris non plus. Enfin, il y a des vrais problèmes d'adresse. Pour le Ouais, coup. c'est pour ça. Je On trouve fait que très mal. le côté attaque Boston, défense Orlando est plus intéressant que l'autre côté du terrain. Ouais, je comprends. Je suis d'accord. Est-ce que tu voyais d'autres choses à dire sur Boston? Bah non, je pense que c'est bon. Et bah, je te propose alors qu'on passe au cœur de la preview, à savoir la match-up. Donc, on arrive enfin là, Ben, à cette confrontation. Tu l'attendais là, toi? T'es d'accord, hein, les Knicks, ils ont quand même construit cet effectif pour pouvoir jouer Boston, quoi. Enfin, c'est clairement la cible, hein, dans les mouvements qui ont Bah, été faits. ouais, bah en fait, les deux mouvements donc de janvier et de juillet, donc Bridges et Anunoby, c'était clairement pour ça. Par contre, Towns, j'avoue, je sais pas trop. Je pense que ça a un peu été une opportunité de marché. Ils se sont dit, Ah ouais, allez, on y va. Mais oui, en tout cas, le recrutement de deux ailiers défensifs viables offensivement, bah, c'est fait pour Tatum et Brown. Ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus, je pense. mais moi je pense que Towns aussi, c'est quand même un peu fait, notamment on va revenir dessus, Pour mais pour matcher le pouvoir. 5-out. Ouais, et puis pour attaquer Porzingis, parce que je trouve que c'est structurellement un joueur qui qui te donne une vraie option pour attaquer Porzingis. Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave de toute façon, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais on va voir ça un peu dans le détail. Je te propose de démarrer. Quel est le premier point que tu vas regarder sur cette série? Ouais, alors, le premier point, je reprends les petites notes. Alors, moi, le premier point, comme on en a déjà un peu évoqué, c'est à quel point Boston va pouvoir appuyer, jouer les mismatchs et appuyer sur les poids défensifs de New York. En fait, on l'a déjà vu sur la série contre les Pistons de la part de Détroit, c'est que les adversaires des Knicks cherchent avant tout à appuyer sur Brunson et Kat. Peu importe la situation, peu importe que ce soit sur des pics, peu importe que ce soit sur de l'ISO, peu importe la forme offensive que ça prend, t'as envie de jouer sur Brunson et Kat. Et on l'a dit, les Celtics, c'est peut-être leur force principale. C'est de trouver le maillon faible et d'appuyer dessus, appuyer dessus, appuyer dessus. Sauf que là, à New York, t'en as pas un maillon faible. C'est pas que tu joues, par exemple, t'es les Mavs et tu joues avec Doncic. Non, là, t'as deux mecs potentiellement ciblables Je joue plus au sur Mavs. chaque possession. Oui, non, mais je disais, Grand par exemple, les désarroi. Mavs à l'époque. Oui. Non, mais les Je Mavs, sais, ils jouent avec Doncic et 4 bons défenseurs. Ouais, désolé, Là, il y en a deux. Ouais. Deux qui peuvent prendre la foudre. Et juste une petite stat à te donner avant de te redonner la parole, c'est que sur les matchs de saison régulière, les Celtics, ils ont impliqué Karl Anthony Towns sur 134 pick and roll en 4 matchs. Ça veut dire qu'en stat, remis à niveau sur 100 possessions, ça fait 51 pick and roll sur 100 possessions où 4 étaient impliqués. Ce qui est énormissime. En fait, il y a une possession sur 2 où quand 4 était sur le terrain, où il faisait un pick and roll pour l'attaquer, quoi. Et j'ai peur que ça tourne un peu au marasme de ce côté-là. Même si je pense qu'il y a un peu quelque chose qui peut venir aider New York, mais on en reparlera après. C'est sûr que le mismatch évident à attaquer, c'est Karl Anthony Towns, pour le coup. Parce que, je vais revenir après sur Jalen Brunson, mais parce qu'effectivement, déjà, c'est sur l'attaque de pick où il est particulièrement faible. Et en fait, le vrai jeu pour Boston, c'est d'essayer de faire du pick and roll avec Brunson et Towns. C'est ça qui serait le plus rentable pour Boston, Ouais. c'est d'arriver à faire ça. Et en fait,
C'est même hyper important parce que je pense que s'ils arrivent à faire ça, il peut avoir un monde où en fait les Knicks abandonnent le 5-out et mettent plus de Mitchell Robinson pour justement compenser un peu ça parce qu'ils prendraient trop la foudre à l'intérieur, quoi. Euh, donc je pense que le premier point, je pense que celui-ci il va être très très compliqué à gérer. Le point de Towns, c'est tellement structurel, c'est de l'attaque de pick and roll qui va être compliqué à gérer. On risque de voir beaucoup de pick and pop avec Porzingis pour justement ouvrir la raquette. Et donc je crois qu'un des points importants, c'est dans quelle mesure, du coup, Anunoby et Bridges arrivent à rester sur Tatum et arrivent à faire en sorte qu'ils n'aient pas trop besoin de Kat, justement, pour ne pas trop l'exposer, tu vois, qu'ils puissent faire vraiment du drop coverage important et que ça fonctionne, quoi. Je pense que ça, effectivement, c'est un point super important. Et moi, ce que je me suis noté sur la façon dont ils vont essayer de cibler Brunson, pour moi, il y a deux façons pour eux de cibler Brunson. La première, c'est est-ce qu'ils essayent de rapprocher, tu sais, Drew Holiday, si Drew Holiday joue, ou du cercle, parce qu'on l'avait beaucoup vu, tu te rappelles, l'année dernière, Drew Holiday qui jouait presque un peu en opportuniste sous la raquette c'est même pas rendre la cut, tu sais, il stagnait un peu sous la raquette pour pouvoir récupérer des points faciles. Et le deuxième, qui est un point super important, c'est qu'on a eu quand même un enseignement dans la série contre les Pistons, c'est que les Knicks refusaient de switcher pour Brunson. C'est qu'ils insistaient vraiment pour ne pas switcher sur Brunson. On les voyait même parfois passer sous l'écran sur Cade, notamment dans le match 6, pour que justement Brunson ne se retrouve pas sur lui. Et donc forcément, face à une équipe qui est très forte sur le pull-up à 3 points, bah ça va être une variable importante. Parce que je pense que si tu vois sur les premiers pics où ils essayent de ramener Brunson, en fait, les Knicks essayent de pas changer et Tatum punit sur le pull-up à 3 points, bah, tu vas être obligé de switcher en fait avec Brunson. À l'inverse, si ça rentre pas dedans, ce qui est aussi possible, hein, bon, peut-être que ça va te donner un peu de temps et que ça peut ralentir un peu l'attaque de Boston et te donner un peu de marge. Mais bon, maintenant, on sait aussi que Tatum, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue sur le pull-up à 3 points, quoi. Donc, bon, c'est compliqué, quoi. Moi, c'est là-dessus que je suis vraiment effrayé et je vois pas. En fait, c'est peu importe comment je tourne le truc, je vois pas comment ça peut tomber en notre faveur ou comment on peut ralentir. En fait, la seule solution, c'est que Tatum passe à côté de sa série et qu'il pull up à 20%, quoi. Mais à part ça, en fait, c'est que tu l'as dit, soit tu switch et t'es niqué, soit tu passes en dessous de l'écran ou au-dessus. Et donc, si tu passes au-dessus, bah, Tatum, il drive et il se retrouve sur comment dire, 4, t'es niqué. Si, comme on l'a dit, Tatum, ça devient un très bon passeur de pick. S'il fait la passe sur Horford ou Porzingis, t'es niqué. Et si tu passes en dessous, il pull up, t'es niqué. En fait, t'es niqué dans tous les cas. Je vois pas comment tu peux t'en sortir. Donc, surtout que tu risques d'avoir une situation, tu sais, où en fait Brunson se retrouve pas mal sur Tatum et tu sais, tu retrouves la défense qu'aime bien faire les Knicks où ils flottent énormément, où ils aident beaucoup, où ils repartent sur les shooters. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas te retrouver dans une configuration qui est la configuration qu'adore Boston, où en fait ils vont se retrouver à prendre 53 points dans le match, et c'est ce qu'ils adorent, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu la merde. C'est un peu c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de duo Robinson-Cat, parce que ils vont être obligés de protéger l'arceau. Parce qu'en fait, je pense qu'ils vont prendre la décision de laisser les drives plus ou moins ouverts. Parce que tu peux pas faire autrement. Enfin, en fait, Boston est tellement fort à 3 points que en fait, c'est peut-être la seule équipe de NBA quasiment où tu te dis c'est pas possible de laisser des shoots ouverts à 3 points, quoi. Parce que après toutes les équipes de l'Ouest, il manque un peu de spacing, eux, il en manque rien du tout, quoi. Donc c'est la seule où tu te dis bon, peut-être que c'est moins pire de prendre un drive et dans ce cadre-là, c'est mieux d'avoir Robinson et Kat que juste Kat, quoi. Mais on arrive à la même situation où tu drives et tu kicks et voilà, il va falloir être plus que vif sur les kicks et les close-out, quoi. Oui, parce que ça sinon, me semble compliqué, quoi. L'autre solution, c'est de doubler en fait, hein, sur les pics où il y a Brunson et que Brunson sort très très fort sur Tatum. Mais presque ça arrangerait presque Boston parce que ça peut fatiguer pour le coup beaucoup Brunson d'avoir à faire ça en permanence, quoi. Autant Kat, il peut le faire, il le fera probablement, mais Brunson, ça peut pas mal le fatiguer pour le coup. Mais ouais, je suis d'accord, point essentiel. Et du coup, moi, je vais partir sur un point qui était pas loin de celui-ci pour essayer d'avoir un peu de continuité, qui est de se dire, les Knicks ont quand même construit un effectif anti-champion, anti-Boston. Moi, ce que je me suis noté quand même,
Alors je reviendrai après sur l'attaque de Porzingis, mais c'est que c'est une équipe qui est pas très forte sur la rim protection. Mais je suis pas sûr contre Boston, tu aies besoin d'être élite sur la rim protection parce que finalement, ils y vont pas tant que ça. L'enjeu pour eux, c'est vraiment d'être fort sur la défense extérieure pour justement arriver à faire en sorte de ne pas avoir à mettre Mitchell Robinson pour pouvoir matcher l'attaque de Boston et être efficace de l'autre côté du terrain. Parce que j'ai peur que tu perdes trop à avoir des longues minutes de Mitchell Robinson, que tu le perdes trop en attaque. Et pour moi, le point essentiel, c'est vraiment... Alors, on sait déjà qu'Anunoby est un super joueur pour circuler dans les écrans. Donc ça, je pense que ça peut vachement les aider à faire en sorte que Brunson ne se retrouve pas sur Tatum. Et le deuxième, c'est, on a vu en saison régulière, c'était plutôt Josh Hart qui était sur Jaylen Brown que Michael Bridges qui était plutôt sur Derrick White. Bon, je pense que tu vois, quand c'est Jaylen Brown, tu peux te permettre un peu plus de laisser aller, lui laisser un peu plus d'espace. Tu vois, alors on sait que Jaylen Brown, il aime bien aller à mi-distance, il aime bien aller au drive. Mais je crois quand même dans la capacité, tu vois, d'Anunoby à rester longtemps sur des longues séquences sur Tatum. Et le seul truc qui me rassure, c'est qu'on a bien vu que pour le coup, les Knicks n'étaient pas une équipe qui veut se laisser imposer le switch all. C'est pas leur truc, ils aiment pas ça, ils font tout pour pas le faire, pour le coup. Oui, non, je suis complètement d'accord. Oui, oui. Bah, de toute façon, en fait, la défense d'Anunoby sur Tatum va être clé, quoi. C'est que en fait, Anunoby, c'est peut-être le joueur le plus clé des Knicks sur la série, que ce soit d'un côté ou de l'autre du terrain. Donc non, je te rejoins complètement. Après, moi, j'ai quand même peur parce que, comme on l'a dit, en fait, c'est que si Tatum, il a Anunoby comment dire, sur le dos toute la série, bah, ils trouveront des options en faisant jouer un peu plus de post-up aux intérieurs, en permettant aux autres joueurs de prendre la balle en début de possession et à Tatum de jouer off-ball. En fait, je pense qu'ils ont des moyens pour éliminer Anunoby de la défense. Parce que si tu mets Tatum off-ball, c'est pareil, Anunoby, il va pas le lâcher pour faire des aides, sinon tu laisses pas Tatum ouvert. Et donc tu l'élimines de la défense. Et à partir du moment où Anunoby est éliminé, je pense que défensivement, les Knicks, c'est plus la même équipe. Donc j'ai quand même peur que ça se retourne contre nous, quoi. Même si tu es toujours content quand Tatum touche pas la balle. Effectivement, ce serait dommage qu'Anunoby se retrouve faire une série un peu à la Kawhi en défense, tu vois, c'est-à-dire où il est tout le temps off-ball, parce que c'est moins son registre principal. Et du coup, dans le prolongement de ça, moi, une des questions que je me pose, c'est comment les Celtics vont réagir si vraiment ils arrivent à être challengés sur leur jeu d'ISO, tu vois. Si les Knicks arrivent à faire en sorte de garder les oppositions qui leur paraissent favorables, est-ce que du coup tu pars sur plus de piques avec Tatum pour le coup, ce qui est fort probable, hein, tu l'as dit, vu ce qu'on a vu dans la saison hier. Est-ce qu'à l'inverse, tu vois, le drive est bloqué, et tu te retrouves dans des situations où en fait c'est beaucoup de Jaylen Brown qui a la balle et du coup tu as beaucoup de mi-distance et là pour le coup ça peut être plutôt à l'avantage des Knicks ou pas, mais je pense qu'effectivement un des points centraux, c'est dans quelle mesure les Knicks arrivent à faire en sorte de garder leur opposition favorable sur Tatum pour imposer un peu aux Celtics de sortir de ça. Est-ce que tu vois un autre point ? Oui, alors, laisse-moi retrouver ça. Tac. On l'a déjà évoqué, ça. Ouais, alors, moi je pense que ça va être très important dans la continuité du côté attaque Boston, défense Knicks. À quel point les Celtics vont réussir à prolonger ce qu'ils ont mis en place contre Orlando, c'est-à-dire provoquer ces lancers, ce drive, cette pénétration de la peinture un peu plus importante que ce qu'il y avait pendant la saison régulière. Parce qu'on l'a dit, en fait, les Knicks sont peuvent être rapidement ultra pénalisés là-dessus. Et donc c'est là-dessus où je voulais arriver avec Mitchell Robinson, c'est que au-delà de, comme j'ai dit, de la défense des lancers, de la défense du drive, etc., c'est quel sera le rôle de Mitchell Robinson sur cette série. Parce qu'il a vraiment été mis contre les Pistons un peu en 6e homme. Enfin, en tout cas, c'était le premier qui rentrait sur le terrain, c'est celui qui avait le plus de minutes en dehors du 5 majeur. Il a apporté beaucoup en défense et du rebond offensif, comment dire, de la présence sous le cercle de l'autre côté.
mais à quel point il va être utilisable et comment il va être utilisé face au 5-out de Boston, qui n'est pas du tout la même configuration que les Pistons. Moi, ça me questionne. Est-ce qu'ils vont appuyer dessus et comment dire complètement bloquer l'accès à la raquette, quitte à laisser plus de 3 points, et peut-être qu'en laissant Robinson en tour de contrôle, tu peux permettre aux autres joueurs de faire moins d'aide et donc un peu gêner leurs 3 points. Est-ce que de l'autre côté, en attaque, le fait qu'il soit présent face à par exemple Horford, ça lui permettra de récupérer quelques rebonds offensifs et d'être vraiment dérangeant? Moi, le cas Mitchell Robinson m'intéresse beaucoup. C'est sûr que, en fait, je trouve que le vrai problème dans ce truc, enfin, j'ai l'impression que ce qui va déterminer le temps de jeu de Mitchell Robinson, c'est presque plus l'attaque sans lui, tu vois. Parce que je pense que si ils vont avoir besoin de lui, c'est-à-dire que la facilité, ça sera de le mettre sur le terrain parce qu'il répond à trop de problèmes structurels que vont avoir les Knicks sur l'attaque de Boston, à savoir que il t'aide énormément sur la défense du pick, il te permet de faire de la rim protection parce qu'après les autres ils seront capables de couvrir sur les shooters. Mais je pense qu'en fait, Mitchell Robinson, il aura beaucoup de temps de jeu si l'attaque est dysfonctionnelle. Si l'attaque sans lui marche pas et qu'en fait tu te rends compte que tu es obligé de réussir surtout à stopper l'attaque de Boston, alors là il va avoir un temps de jeu important. À l'inverse, moi ça sera d'ailleurs mon point d'après, mais à l'inverse, si l'attaque des Knicks est efficace, je pense qu'il aura pas beaucoup de temps de jeu et qu'en fait Thibodeau il sera ok de rentrer dans une série un peu d'attaque, tu vois. Pour le coup. Moi je le sens plutôt comme ça, tu vois. Ok, je comprends. Ouais. Moi j'avoue que je sais pas comment je le sens, j'avoue c'est vraiment un gros questionnement là-dessus. Je sais pas si Thibodeau aura, excuse-moi de la vulgarité, aura les couilles de rester en 5-out contre 5-out en disant le nôtre, on va te battre là-dessus, ou est-ce que structurellement il changera en intégrant peut-être même une raquette de big avec Kat et Robinson pour vraiment imposer un rythme physique que Boston n'aime pas trop. Je sais pas, j'avoue, je me questionne beaucoup, j'ai aucune idée. Je pense que tu vois, les cas où Mitch Robinson a beaucoup de temps de jeu, c'est si l'attaque marche pas sans lui, et auquel cas tu vas te dire on part dans un truc de défense, donc on va là-dessus. 2, si tu es obligé de switcher beaucoup, parce que si tu es obligé de switcher beaucoup, tu as besoin d'un rim protecteur. À l'inverse, si tu arrives à pas beaucoup switcher, là pour le coup, tu auras peut-être moins besoin de lui. Et 3, si tu te rends compte qu'en fait, tu vois, il y a un trop gros différentiel d'efficacité et que tu es obligé d'aller jouer la bataille des possessions et que du coup, effectivement, tu pars sur du gros physique pour jouer énormément le rebond offensif et tout ça, quoi. Et 4, les fautes de 4 qui arriveront à un moment. Non mais alors t'as complètement raison et moi je me l'étais noté aussi dans les points si jamais Boston les Knicks arrivaient à bloquer un peu le jeu de Boston, est-ce que les Boston allaient beaucoup aller chercher de faire monter les fautes de 4. Ce qui est sûr c'est que le volume de fautes que fait 4, la fréquence de fautes que fait 4 va être importante parce que tu as besoin de 4 sur cette série, c'est sûr. Tu as besoin qu'il soit bon pour que ça passe. Et auquel cas, tu auras peut-être besoin effectivement de le protéger un peu. Et donc de mettre plus de Mitch Robinson, c'est-à-dire de les mettre les deux ensemble. Je parle même pas de, tu vois, 4, de jouer sans 4 parce que 4 est à 4 fautes, tu vois. Mais peut-être même, en fait, tu vas te dire, mais en fait, 4, le problème, c'est que quand il est sur la position de pivot là, contre eux, il n'y arrive pas. Et dès qu'il a une faute, tu es obligé de mettre Robinson et de jouer avec les deux, quoi. Tu vois. Ça m'étonnerait pas. Et que finalement, t'as pas trop le choix. Non, mais ça pourrait être intéressant de vraiment avoir le côté où les Knicks choisissent de jouer ultra physique avec, comme on l'a dit, Mitch Robinson, 4, tu mets Anunoby en 3 et Bridges en 2 avec Brunson, et t'es à contrario complet de ce qui était prévu de base. Donc moi je pense que les deux peuvent être faits et il faut voir ce qui sera choisi. Mais d'ailleurs ça rappelle à quel point pour moi l'effectif des Knicks était presque mieux construit l'année dernière pour à jouer Boston en étant hyper physique en fait. Et j'aurais adoré dans cette série que tu aies encore Hartenstein et voire même Julius Randle, tu vois, pour être vraiment dans du bully ball, du Brunson, de l'attaque à la Brunson, et puis juste en gros t'es un peu comme on fait, tu vois d'ailleurs. Ce que j'allais dire, un peu comme les Wolves-Lakers. Un peu comme on fait les Wolves contre les Lakers, quoi. C'est-à-dire, t'es face à une équipe qui est une équipe athlétique, physique, mais Boston c'est pas l'équipe la plus athlétique, c'est pas OKC, tu vois, Boston, c'est pas OKC, c'est pas Houston non plus. Et du coup tu rentres là-dedans, quoi. Et j'aurais bien aimé voir ça, mais bon, on le verra pas, c'est pas grave. Parce que pour le coup,
ils ont ajouté des éléments offensifs. Et moi, ça me va sur mon point, et on va passer un peu plus du côté de l'autre côté du terrain, c'est-à-dire attaque Knicks, défense Boston. Moi, il y a un point qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont les Knicks vont attaquer Porzingis. Et je pense que c'est assez central dans cette série, à quel point les Knicks arrivent à mettre en évidence le manque de mobilité de Porzingis. On sait que Porzingis, il est très fort défensivement sur la défense des drives en second rideau. Il est très très fort en fait. Tu as le défenseur, ça va être, je sais pas, Holiday, Tatum, peu importe, Brown ou White, qui ralentit le défenseur adverse, l'attaquant adverse, pardon. Et Porzingis vient conclure la défense avec la protection de cercle. Mais le truc, c'est que les Knicks, c'est pas non plus une équipe qui attaque tant que ça par du drive. Et en tout cas, c'est certainement pas une équipe qui n'a que le drive pour attaquer demi-terrain. Et d'ailleurs, c'est une super attaque demi-terrain, les Knicks. Cette saison, je crois que c'était 6e au rating en attaque demi-terrain. C'est une attaque demi-terrain qui fonctionne très très bien. Et je trouve qu'ils ont la capacité de l'écarter du cercle avec le pop de Karl Anthony Towns, pour le coup. Ce qui ouvrirait quand même les drives. Ils ont la possibilité de l'attaquer sur du pop simple avec Kat, pour le coup. Et ils ont aussi la possibilité de faire en sorte que Kat l'attaque un peu en face-up, parce que Kat fait ça très très bien quand même, l'attaque en face-up. Et donc, un des premiers enjeux pour les Knicks, je trouve, ça va être de réussir à faire en sorte que Porzingis défende Karl Anthony Towns. On l'a vu pendant la saison régulière, c'était plutôt, Porzingis était plutôt sur Josh Hart en défense. Et je trouve qu'un des premiers enjeux pour les Knicks, c'est faire en sorte que Porzingis défende pas Josh Hart, que Porzingis défende Karl Anthony Towns. Et si Porzingis est beaucoup sur Karl Anthony Towns, alors là, je me dis, les Knicks ont de quoi poser d'énormes soucis à Boston, parce que le shooting de Towns est très très gênant pour Porzingis. Et qu'en plus, structurellement, de toute façon, ils ont de quoi l'attaquer parce que le mid-range, le jeu à mi-distance de Brunson et de Anunoby est très efficace. Et donc, ils ont de quoi vraiment cibler Porzingis. Ouais, bah, complètement d'accord. Et c'est dans ce cadre où, comment dire, si tu choisis un peu de miser sur l'aspect offensif, que McBride pourrait être ultra important, quoi. Parce que McBride, c'est censé être un largement meilleur shooter que Josh Hart, et tu aurais pu jouer des 5-out où, bah, offensivement, t'as vraiment 5 mecs à l'extérieur, quoi. Et c'est là le souci, c'est que j'avais entendu ça, j'en profite dans le podcast de Guillaume, qui avait dit sur je sais plus quelle équipe, qui disait que en fait t'as beau avoir 4 excellents shooters, genre élite, si t'en as un 5e qui sait pas shooter, bah ton spacing il est complètement niqué, quoi. Et c'est vrai que c'est le cas avec New York et le cas de Josh Hart, malheureusement. Donc c'est vrai que ça va être un très bon questionnement, et savoir si tu peux réussir à écarter de la raquette Porzingis, c'est là que va se jouer la série offensivement pour New York, parce qu'on voit que Brunson c'est un excellent driver, mais Porzingis peut être vraiment gênant pour lui. Dès que tu l'écartes un petit peu, ce sera beaucoup plus évident. Et dans ce cadre-là, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, mais moi je voulais continuer avec l'un de mes points suivants. Alors peut-être juste dans ce cas-là, pour terminer là-dessus, moi je crois pas trop à la présence de McBride dans cette série, parce que les Celtics se sont trop forts pour cibler les match-ups, et que tu peux pas jouer avec Brunson et McBride, sinon tu vas te prendre du post-up de Porzingis pendant toute la série. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Ouais. Mais donc, dans ce cadre-là, vu que je suis d'accord qu'il va pas trop jouer, enfin, moins qu'espéré ou moins que prévu, enfin bref, que McBride ne sera pas beaucoup mis en avant, moi, je m'intéresse beaucoup à la création par les seconds couteaux de New York. Comme on l'a vu notamment dans le Game 3 face à Détroit. On voit à quel point, quand tu donnes la balle en main de Josh Hart, par exemple, qui n'est pas un créateur élite, mais en fait, le fait que les 4 autres peuvent faire beaucoup de créations off-ball, beaucoup de créations en mouvement, etc., ça perd assez rapidement la défense. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut appuyer, c'est ne pas remettre tout dans du Brunson Ball et un peu diversifier avec du Bridges, avec du Hart, des joueurs notamment Hart, qui n'est pas réputé pour être un bon shooter. T'obliges les autres joueurs, enfin les autres
les défenseurs, pardon, à beaucoup plus respecter les 4 personnes autour, quoi. Donc bon, je pense que ça sera un élément important, même si j'ai bien peur que ce soit peu appuyé. Ce qu'on avait vu dans le dernier match de saison régulière entre les Knicks et Boston, même s'il faut toujours être prudent sur ce qu'on apprend de ces matchs-là, mais c'est qu'en tout cas, les Knicks n'avaient pas de mal à faire du pick avec Josh Hart si jamais c'était Porzingis qui restait dessus. Parce que de toute façon, il est tellement pas capable, tu vois, d'aller doubler sur le pick qu'en fait, si Josh Hart mettait des bons écrans, Bronson il était tout le temps ouvert à mi-distance, voire même à 3 points, et ça fonctionnait. Donc je pense qu'effectivement, une des clés pour les Knicks, c'est la capacité à impliquer Josh Hart dans leur attaque et de pas simplement en faire un spot-up shooter, parce que là, pour le coup, tu risques de trop le payer. Mais moi, je trouve que ce qui est rassurant là-dessus, c'est que Thibodeau, depuis 2 ans, c'est un truc qu'il sait bien faire, quoi. Ouais. Tu vois, il a jamais pris Josh Hart en se disant, comme pouvait le faire, tu vois, je sais pas moi, par exemple Jason Kidd à Dallas, il s'est jamais dit que c'était Derrick Jones Jr., tu vois. Carrément. Il a toujours impliqué dans les actions offensives pour justement avoir quand même un semblant de five out, quoi. C'est-à-dire que si tu l'as pas par le tir, tu peux l'avoir par de la création, du coup. Ouais, carrément. Complètement d'accord. Écoute, en fait, en trimballant, moi j'avais 5 gros points, mais en fait on a pas mal trimballé les différents points, et en fait moi mes 5 points sont abordés. J'avais comment les Knicks attaquent Porzy, dans quelle mesure Kat doit être un mismatch killer. Moi je pense que c'est super important que Kat soit un vrai mismatch killer. La défense des Knicks contre le drive, quel choix des Celtics pour cibler Bronson. On a parlé de tous mes points. Est-ce que toi il te reste des points? J'avais exactement les mêmes. Jeu des mismatchs, défense sur Bronson, à quel point les Knicks réussiront à gérer les drives, la provocation de lancer et la création des seconds couteaux new-yorkais. Et on est pas mal, on passe au prono alors. On est pas mal. Ouais, carrément. Allez, on passe au prono. Tiens, on va se refaire comme on avait fait la dernière fois. Si jamais les Knicks gagnent, pourquoi les Knicks auront gagné selon toi? Alors là, vous voyez pas parce que vous n'avez pas l'image, mais quand j'ai dit ça, Ben m'a fait une tête en mode oh là, tu vas me demander d'être assez créatif là parce que j'ai pas du tout les solutions. Ouais, non, je pense qu'en fait, je pense que malheureusement, défensivement, il y a trop de trous d'air pour combler l'attaque de Boston. Donc je pense que si New York gagne, c'est que on est sur une série ultra offensive et que les Knicks arrivent à optimiser leur five out au maximum, et que dans des matchs où tu es dedans, avec Brunson, avec Kat, etc., t'arrives à les à t'en sortir et les récupérer. Je pense que malheureusement, comme j'ai dit, il y a trop d'écart entre l'attaque de Boston et la défense des Knicks pour miser de ce côté-là du terrain. Donc tu mises tout de l'autre côté, et puis sur un malentendu ça passe, quoi. Et puis Inch'Allah ça marche, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, je suis un peu comme toi. Je pense que si les Knicks gagnent, c'est parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que cette série soit une série d'attaques, et du coup qu'ils se seront offerts des money time, et qu'en fait ils ont quand même vraiment été bons contre les Pistons dans les money time, et ils ont 2 très très bons joueurs de money time avec Kat et surtout avec Captain Bronson. Mr. Clutch d'ailleurs, c'est le joueur clutch de la saison, et que dans ce contexte là en fait ils arrivent à en prendre 4 de money time, tu vois. Je pense qu'il n'y aura pas un blowout, je vois pas comment les Knicks peuvent envoyer un blowout. Non plus. Il y aura peut-être un qui traîne, mais j'y crois pas trop. Mais par contre, que voilà, sur 6 money time, ils arrivent à en prendre 4, quoi, tu vois. Et dans quel cas, ça, j'y crois. Et si Boston gagne, selon toi, ce sera pourquoi? Parce que c'est une série normale. Ouais, c'est ça, ce sera parce que Boston a appuyé exactement là où elle sait faire et qu'elle fait très très mal. C'est comme on l'a dit, les mismatchs abusifs, pardon. 1, 2, 3, ils abusent du pick and roll, ils impliquent Kat, ils font faire des fautes, donc il oblige à sortir, donc le five out ne fonctionne plus de l'autre côté, donc ils défendent mieux. Enfin voilà, un peu, j'ai l'impression que ça peut être très rapidement malheureusement une boucle de neige, quoi. Il peut y avoir 2-3 matchs où à la fin du premier quart-temps tu fais oula, mais le match il est fini malheureusement. Kat il a 2 fautes, il est en dehors du terrain, il y a plus 12 et c'est fini, quoi. Alors effectivement, moi je pense que si c'est une série classique et qu'elle se déroule un peu comme on l'attend, de toute façon Boston va l'emporter. Peut-être un point où je me dis qui peut être vraiment important et vraiment rendre la vie facile de Boston, c'est dans quelle mesure ils arrivent à rendre 4 inefficaces. Je vais arrêter de dire 4 parce qu'à chaque fois on dit 4 et 4 et ça marche pas. Donc dans quelle mesure ils arrivent à rendre Towns inefficace. Et je pense que s'ils arrivent à rendre Towns inefficace,
En fait, les Knicks vont être obligés de mettre Mitchell Robinson et de partir dans un truc plus défensif, et que là, ça va vraiment faciliter la vie de Boston, et que ça va être assez simple pour eux. On passe au prono, du coup, on se fait quand même un petit prono, Ben. C'est Bien quoi sûr. ton prono sur cette série qui démarrera à Boston et qui aura la chance d'avoir 4 matchs à domicile? Le fan ou le pseudo-analyste doit parler. Ça dépend. Non, le Non, pseudo-analyste, le Walid allez, le Walid Acharchour qui attend toi. alors le Walida Cherchon qui est en moi va dire 4-1 Boston. Malheureusement, je pense que sur un malentendu, un match où tout rentre, tu peux en prendre un. Mais je trouve qu'il y a vraiment trop d'écart et de soucis défensifs à New York pour contrer. Ça a à peu près tenu contre les Pistons parce que offensivement, il y a 3 mondes d'écart entre Détroit et Boston. Mais là, je pense que la marche est encore un peu trop haute pour New York. Boston est une équipe qui fait rarement des sweeps. On l'a peu vu en faire. Ouais. Il lâche assez facilement un match à un moment donné. Notamment les matchs qui comptent pas quand ils ont déjà de l'avance. Tu vois, genre ils sont à 2-0, le troisième, c'est expert pour le lâcher. Alors moi, je vais partir sur un 4-1 Boston, c'est sûr. Mais j'ai quand même envie de voir, tu vois, les Celtics un peu bousculés, ce que ça donne quand ils Moi sont un aussi, peu j'ai envie. bousculés, tu vois. Parce que on l'a pas vu depuis 2 ans, et donc je sais pas en fait, enfin, ce qu'on sait de avant, c'est que quand ils sont bousculés, ils répondent pas trop, quoi. On l'avait vu contre Miami il y a 2 ans, on l'avait vu contre les Warriors il y a 3 ans. C'est pas une équipe, tu vois, qui conserve son jeu et sa confiance quand elle est bousculée. C'est un rouleau compresseur depuis 2 ans qui écrase tout sur son passage et qui, du coup, il y a peu de money time, il y a peu de moments où ils sont en difficulté. Et puis l'année dernière, ils ont eu un parcours particulièrement facile. Donc moi, ma seule incertitude, c'est, et je l'ai dit d'ailleurs, pour moi, les Knicks, là où ça passe, c'est si jamais ils arrivent à s'offrir des money time. J'aimerais voir ce qu'ils valent dans ce contexte-là. Mais je pense que ça n'arrive. Je suis pas sûr que ça arrive, et donc je vais dire 4-1 Boston. Mais par contre, attention, si Boston est en finale contre les Cavs, Ah, ça va être. La série peut être exceptionnelle. et je pense qu'ils peuvent se faire dérouiller. Ah, peut-être, ouais. On verra ce que ça donne. Écoute Ben, on prendra peut-être un temps pour reparler de cette série là dans les 2 prochaines semaines. En tout cas, comme traditionnellement, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez entendu dans ce podcast, à donner votre avis, on est curieux de l'avoir. Et puis sinon, surtout, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.